On va revenir un peu dans le passé, à l'époque préhistorique, où on a un homme des cavernes. Le matin, il a un programme, il a son programme, il va chasser les mammouths avec les collègues. Et il se trouve qu'il a une espèce de talent pour tailler des pointes de flèches. Là. Alors, les autres n'y arrivent pas, lui, ça lui vient tout seul, il ne sait pas pourquoi. Donc, l'après-midi, il taille des pointes de flèches. Et ce qu'il aime finalement, ce qu'il n'aime pas dans la chasse aux mammouths, c'est qu'il y en a 1 sur 10 qui meurt à chaque fois. Et ça ne fait pas plaisir. Donc, il se rend compte que les gens sont prêts à lui donner de la viande mammouth en échange de ses pointes de flèches. Alors, il se dit, plutôt que d'aller chasser le mammouth, je vais faire plus que des pointes de flèches. Et il se rend compte qu'il gagne plus de viande mammouth en faisant ça qu'en allant aussi chasser le mammouth. Alors, il dit, je vais faire plus que ça. Et puis alors, du coup, comme il a plus de viande, il a plus de moyens, il se dit, tiens, moi j'ai la grotte au rez-de-chaussée, j'aimerais bien avoir la grotte à l'étage, mais il faut faire plus de flèches. Et donc, il ne peut pas faire ça tout seul, il va embaucher quelqu'un qui va faire le travail pénible, là, le truc d'enrouler le caillou avec des petites ficelles, là, tout ça, il n'aime pas le faire. Et pour là, il n'y a pas vraiment de management, ils sont face à face, ils travaillent ensemble, tout va très bien. Puis, il a des vues sur la fille du chef, mais alors là, il faut l'équivalent d'un troupeau entier de mammouths. Et donc, il va embaucher de plus en plus de monde. Et à un moment donné, là, il a saturé la vallée avec ses flèches, il a à peu près 7, 8, 10, 15 employés, et il doit aller dans la vallée d'à côté, sauf qu'il n'y a pas le TGV, donc il y va à pied, 3 jours aller, 3 jours retour, et quand il revient, il n'y a pas la bonne quantité de flèches, c'est-à-dire qu'il devrait y en avoir beaucoup plus. Alors il est embêté, et il va embaucher un type en lui disant, toi tu ne vas pas fabriquer des pointes de flèches, tu regardes les autres travailler, et s'ils ralentissent, tu les tabasses avec ce gros bâton. Et il vient d'inventer le premier niveau hiérarchique, il va aller de plus en plus loin, et à un moment donné, comme il va plus loin, de nouveau, bien qu'il y ait des gens qui tabassent ceux qui travaillent, ça ne marche pas. Il y a de nouveau une baisse dans la quantité produite. Alors, il regarde les ouvriers, ils ne sont pas assez bleus, ils ne sont pas assez tabassés. Alors, il embauche quelqu'un en lui disant, toi, tu ne regardes pas ceux qui travaillent, tu regardes ceux qui tabassent, et s'ils ne tabassent pas assez fort, tu prends ce gros bâton et tu les tabasses à leur tour. Et il vient d'inventer le deuxième niveau hiérarchique. Et finalement, c'est un peu le management de la carotte et du bâton. Si vous travaillez bien, vous aurez une carotte, et si vous ne travaillez pas bien, je vous tabasse. Alors, c'est une construction sociale qui, dans certains cas, peut marcher, mais assez souvent, ça ne marche pas très très bien. Donc, évidemment, ce qu'on préférait, c'est que les gens aient envie d'eux-mêmes d'accepter certaines choses et d'être reconnaissants qu'on leur donne le travail qu'on veut bien leur donner. Alors, on va voir certains concepts, certains outils à travers la vie de tous les jours, et on verra comment ça peut s'appliquer aussi dans les entreprises, parce que finalement, l'entreprise, c'est des gens, la vie de tous les jours, c'est aussi des gens. Et on va par exemple voir la technique de l'étiquetage. Alors, je suis à la piscine avec ma fille de 5 ans, et elle saute du bord. Et première condition expérimentale, je lui dis bravo, t'as bien sauté. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Puisqu'elle veut avoir la reconnaissance de son père, elle sort sur le bord, elle ressaute au même endroit. Je lui dis, t'as vachement bien sauté. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va ressauter 25 fois du même endroit. Et à chaque fois, c'est vachement bien, t'as bien sauté. Et OK, 1 mois passe, on retourne à la piscine. Et maintenant, je vais essayer de lui raconter quelque chose de différent. Je vais lui dire, donc là, ça c'est pas une fille, ça serait mon fils qui saute. Elle saute et je lui dis, bravo, t'as fait un truc que t'avais encore jamais fait avant. Alors là, elle est embêtée. Parce qu'elle ne peut pas ressauter. Donc elle ressaute du même endroit, je me tourne et je l'ignore. Alors elle ressort de l'eau, elle met un petit cerceau, elle saute dedans. Et là, bravo, t'as fait un truc que t'avais encore jamais fait avant. Alors elle a compris le truc, puis elle commence à rajouter des obstacles supplémentaires, elle commence de sauter plus haut, et à chaque fois, elle est obligée de faire quelque chose de différent, parce que je l'ignore si elle fait quelque chose qu'elle vient d'avoir, qui a déjà été fait. Donc dans un cas, je peux motiver quelqu'un à faire toujours la même chose de la même façon, et si je veux le faire progresser, je lui dis tiens, c'est intéressant, tu l'as jamais fait avant. Donc l'enfant à qui on va dire tiens, tu n'avais encore jamais sauté de cette façon-là auparavant, après quelques années, là on le retrouve. Donc là, évidemment, on est arrivé à un niveau de complexité dans le saut qui est bien plus élevé. Alors, il y a des tests qui ont été faits chez des enfants où on va les tirer, on va faire un test. L'expérimentateur va faire un test et il va faire un tirage au sort, mais sans dire qu'il s'agit d'un tirage au sort. Et il va, par tirage au sort, en désigner 2 comme les 2 plus nuls de la classe, au maître d'école, et il va en désigner 2 comme des génies. Et il va dire au maître d'école, il faut surtout le dire à personne, ces 2-là, c'est des génies en puissance, ces 2-là, c'est des gros nuls, vous ne pourrez jamais rien en faire, et les autres, ils sont dans la moyenne. On laisse passer 1 an, et on voit ce qui se passe. Les 2 désignés comme des génies, c'est les meilleurs, et les 2 désignés comme les plus nuls, c'est les plus nuls. Alors,
La seule chose qui peut être différente entre ces élèves qui ont été tirés au sort, c'est la façon dont le maître fonctionne par rapport à eux, il se comporte par rapport à eux. Et ils se rendent compte que quand un élève qui était désigné comme un gros nul se plantait, le maître lui disait bah, « dis non, ça ne m'étonne pas de toi, t'es vraiment nul ». Et quand il réussissait, on lui disait bah, « t'as eu bol, t'es tombé sur la bonne réponse, ça alors ». Et quand c'était les deux désignés comme des génies, quand ils se plantaient, on dit « c'est pas grave, tu feras mieux la prochaine fois ». Et quand ils réussissaient, on leur dit « bravo, j'attendais pas moins de toi, t'es intelligent ». Donc la façon dont on va coller des adjectifs aux enfants va modifier aussi leur comportement. Alors il y a eu encore une autre expérience assez rigolote. On a pris vraiment des bons élèves. On leur a fait passer un vrai test, on a eu des vraies réponses, on a gardé que les très bons. Et on les a scindés en deux. Il y a un groupe à qui on a dit « bravo, tu as très bien réussi, tu es très intelligent ». Il y a un deuxième groupe à qui on a dit « bravo, tu as très bien réussi, tu as fait des choses que tu n'avais jamais fait avant ». Et alors, quelques mois vont passer, ils vont apprendre réellement de nouvelles choses et on va refaire un test. Et ce qui a intéressé les expérimentateurs, c'est est-ce qu'il y a une différence entre les deux groupes? Et il y a une différence, il y en a qui réussissent mieux. À votre avis, quel groupe? Le premier ou le deuxième? Qui dit le premier? Levez la main. Qui dit le deuxième? Vous avez compris, on suit la logique. Le premier groupe qui était marqué intelligent, il a été félicité parce qu'il est intelligent. Donc si je me trompe, c'est que je ne suis pas intelligent, donc il y a une contradiction. Donc chaque fois que j'ai un exercice que je ne sais pas faire ou j'ai un doute, je ne le fais pas. Si tu as tenté quelque chose que tu ne savais pas faire, on va les féliciter sur le fait qu'ils ont tenté. Donc ils vont tenter et en tentant, ils vont aussi réussir. Cette technique-là, de mettre un adjectif, ça s'appelle l'étiquetage. Je mets un adjectif sur quelqu'un et il y a des chances que ces personnes-là réagissent en fonction de cet adjectif. Donc, vous imaginez bien que si je reste un peu dans la vie familiale, si une mère de famille dit à son enfant « Ma fille, qu'est-ce que tu es belle ?» alors qu'elle pense « Ma fille, qu'est-ce que je t'aime ?» il est logique que du point de vue de la fille premier degré, elle se dise « Bon, ma mère m'aime parce que je suis belle. » Donc, elle va avoir un comportement, ou peut-être très tôt, elle a commencé à se maquiller, à se fringuer. Pourquoi? Parce qu'elle doit être belle pour que sa mère l'aime finalement. Alors, on peut appliquer ça, par exemple, à la prospection. Et c'est une chose qu'on a testée sur 600 appels commerciaux, où quand on ne sait pas directement qui on appelle et on dit, voilà, je cherche, donc on tombe sur le standard, on dit, voilà, je cherche quelqu'un de sympa dans le service R&D, si on veut contacter le service R&D, qui aurait 5 minutes à accorder. Bon, en général, les standardistes sont assez étonnés, mais on vous passe quelqu'un, et quand la personne répond, on dit, voilà, je cherchais quelqu'un de sympa au service R&D, c'est tombé sur vous, est-ce que vous avez un peu de temps à m'accorder? Alors, imaginez que je le dise à l'envers. Je cherche quelqu'un en service R&D, on m'a dit que vous étiez vraiment un enfoiré, est-ce que vous avez 5 minutes? On comprend bien qu'on va vous raccrocher au nez. Ben, ça marche aussi dans l'autre sens. Alors, quand vous a dit, est-ce que je cherchais quelqu'un de sympa, c'est tombé sur vous, c'est difficile de réagir comme un enfoiré, vous êtes quelqu'un de sympa. Et quand j'ai fait tester ça donc, sur des gens qui étaient formés à la vente, alors ça ne marche pas dans toutes les situations, hein, il n'y a pas d'outil magique, ils m'ont indiqué qu'ils avaient à peu près 30% d'informations en plus, en tout cas 30% de contacts faciles en plus, juste parce qu'ils ont dit aux gens qu'ils étaient sympas. Donc, petite astuce, voilà, je cherchais quelqu'un de sympa. Et au niveau psychologique, il faut 3 éléments positifs pour contrebalancer un élément négatif, ce qui est d'ailleurs la difficulté de la prospection et du commercial en général. Et par rapport à ces problèmes de féliciter quelqu'un, pensez, si vous avez des équipes ou si vous avez des employés, quand vous les avez félicités dans un sens particulier pour la dernière fois ou si vous les avez même félicités. Donc il y a une reconnaissance quand même à avoir, ça va les motiver à aller plus loin. Pardon? J'entends pas. Alors, qui a félicité ses équipes dans cette semaine? Levez la main. Ah, c'est les vacances. Alors disons, est-ce que vous les félicitez une fois par mois ou une fois tous les 15 jours, une fois par semaine? Qui fait une fois par semaine? Une fois par quinzaine? Une fois par mois? Une fois par trimestre? Une fois par an? Jamais? Alors on part chez Monsieur Bricolage et vous savez que Monsieur Bricolage ou Leroy Merlin, quand on doit attendre pour avoir des conseils, il y a toujours une file interminable de gens et il faut courir derrière, vous savez ça. Et donc, je suis avec mes 2 enfants qui aiment bien jouer avec les tronçonneuses. J'attends et je vois que un homme, il n'y a qu'une personne qui attend, mais clairement, elle attend depuis longtemps. Et moi, je n'ai pas envie encore d'attendre. Alors, je vais la voir, je dis, excusez-moi de vous déranger. Voilà, est-ce que ça vous embête que je passe devant vous? Parce que mes enfants sont en train de jouer avec les tronçonneuses, j'aime pas trop ça. Mais après, je comprends très bien que vous refusiez parce que ça fait longtemps que vous attendez.
Et la personne me dit, bah, ça fait tellement longtemps que j'attends que je ne suis plus à ça près. Et je vois bien qu'elle n'a pas envie de laisser sa place, et pourtant elle accepte. Alors, comment ça se fait? Pourquoi est-ce qu'elle accepte alors qu'en fait, en théorie, elle ne devrait pas accepter, elle était là avant? Alors, il y a deux choses dans la phrase qui vont apparaître. Premièrement, il y a le mot parce que. Et alors là, c'est quelque chose qui a été testé expérimentalement de la façon suivante. Il y a une femme qui attend dans une file pour faire des photocopies et elle veut passer devant tout le monde. Première condition, elle passe devant tout le monde, elle dit « Excusez-moi de vous déranger, est-ce que je peux passer devant vous? J'ai que 5 pages à faire. » Et on va avoir 60% de gens qui acceptent. Alors, les tests sont faits aux États-Unis, on ferait ça à Paris, ça ne serait pas 60, ça serait peut-être 0,6, ça, j'en sais rien. Et encore, si elle ne prend pas un coup. Deuxième condition expérimentale, elle va passer devant tout le monde, elle va dire « Excusez-moi de vous déranger, est-ce que je peux passer devant vous parce que je suis en retard à mon travail, je risque d'avoir des problèmes. » Et là, on va avoir 94% des gens qui vont accepter, ce qui paraît assez logique puisqu'elle a une bonne raison. La troisième condition expérimentale est plus intéressante parce qu'elle passe devant tout le monde et elle dit « Excusez-moi de vous déranger, est-ce que je peux passer devant vous parce que j'ai des photocopies à faire ?» Et on a... Et on a 93% des gens qui acceptent. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les gens n'acceptent pas parce qu'il y a une bonne raison, mais parce qu'il y a une raison, sauf que personne n'ose le faire. Et j'avais un étudiant suisse qui me dit qu'ils ont testé ça dans la gare de Zurich, où toutes les places assises sont prises, ils aimeraient s'asseoir, il dit on a le même résultat en disant est-ce que vous voulez me laisser votre place parce que j'ai mal aux jambes, ou est-ce que vous laissez votre place parce que j'aime le chocolat. Alors on se dit, ça n'a rien à voir, quoi. Alors quelle est la raison pour laquelle on accepte? Finalement, on ne s'intéresse pas tellement à ça, c'est pas ça que s'intéresse la psychologie, mais c'est le résultat. Donc il y a la force du mot parce que, donc quand je dis un parce que à un moment donné, alors ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau du vocabulaire, si vous dites car, ça marche moins bien. Il faut dire parce que, et quand on écrit un document, il faut également écrire parce que, probablement parce que c'est plus massif, c'est plus lourd, c'est plus facilement visible, on voit bien le lien de cause-conséquence. Alors que le mot car, on passe vite dessus, on n'a pas forcément vu ce lien de cause à conséquence. Le deuxième élément dans la phrase que j'ai prononcée à Leroy Merlin, c'est il y a une raison, mais c'est je comprends très bien que vous n'acceptez pas. Et en fait, ça consiste à créer de la liberté chez les gens pour qu'ils ne se sentent pas coincés. On leur dit vous pouvez ne pas le faire. Moi, j'aimerais bien que vous le fassiez, mais je comprends très bien que vous refusiez, vous avez sûrement plein de raisons. Et on peut avoir l'impression que plus on donne la liberté aux gens, plus ils vont aller à l'encontre de ce qu'on a envie. En fait, ce qui se passe dans la réalité, c'est le contraire. Plus on dit aux gens mais je comprends très bien que vous ne le fassiez pas, plus le pourcentage de gens prêts à accepter va augmenter. Donc combinant et une raison et une liberté, on augmente son pourcentage d'acceptation de quelque chose. Alors, qu'est-ce qui motive en général? Alors là, je prends une troisième thématique, c'est tout ce qu'on appelle les raisons internes. C'est le pourquoi je fais quelque chose. Alors, on va faire des tests de puzzles sur des gens. On va recruter 2 groupes de personnes qui vont faire des puzzles. Donc officiellement, ils sont là pour être analysés sur la vitesse, pour les faire, etc. Il y a un groupe qui va être payé pour faire ça. Il y a un groupe qui va être recruté et qui a accepté de le faire gratuitement. Ce qui intéresse les psychologues, ce n'est pas comment ils font des tests, c'est qu'est-ce qui se passe au bout d'une heure quand il y a une sonnerie qui indique que c'est fini. Eh bien, dans le groupe qui est payé, ça sonne et pendant la sonnerie, tout le monde se lève, tout le monde part. Dans le groupe où les gens l'ont fait gratuitement, ça sonne, il n'y a personne qui se lève, personne qui part, les gens continuent. Alors on leur dit, c'est fini, il faut partir, il faut libérer la salle. Attendez, je n'ai pas terminé, attendez, je termine. Et les gens, il faut les tirer dehors. Dans un cas, les gens sont venus faire des puzzles pour gagner de l'argent, et une fois qu'ils ont eu leur argent, eh ben, ils sont partis, ils ont fait leur part du travail. Et dans l'autre cas, eh ben, ils sont là pourquoi? Alors quand bien même, au départ, ils ne savaient pas pourquoi ils étaient là, il faut bien qu'ils se trouvent une raison. Et la seule raison pour laquelle on peut faire un truc gratuitement coincé pendant une heure, c'est parce qu'on aime bien faire des puzzles. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle les auto-attributions de raisons internes, c'est que quand bien même on n'aimait pas vraiment faire des puzzles avant, ben on se découvre une passion. Parce que si on ne se la découvre pas sur le moment, on se lève et on part. Les employés les plus motivés, c'est ceux qu'on ne paye pas du tout. Ça s'appelle comment? Les bénévoles. Les bénévoles, ils vont travailler la nuit, le week-end, ils vont faire du rap, ils vont jamais râler. Alors, toujours sur ces raisons internes, j'espère que ça va marcher. Peut-être que vous les reconnaissez, ceux-là. Ça ne marche pas. Peut-être que vous connaissez l'émission Koh-Lanta.
Alors, si vous avez déjà vu l'émission, vous savez qu'ils vont être amenés à manger ce machin immonde là. Imaginons que là, je vous dise, OK, qui est prêt à tester là, à manger le R? Combien de volontaires là? Levez la main, les volontaires. Il n'y en a que 3, 4, 5, enfin, il y a une petite poignée de rien du tout là. Là, ils sont tous prêts à le faire, pourquoi? Parce qu'ils ont déjà trimé comme des chiens, mangés par des tiques et bouffés par de je ne sais pas quelle bestiole. C'est pas pour craquer au bout de 3 semaines. Et il y en a qui me disent oui, mais c'est parce qu'ils veulent gagner les 100 000 euros. Mais non, parce qu'il y en a certains qui vont le faire et qui de toute façon savent bien qu'ils n'iront pas jusqu'aux 100 000 euros. Donc il y a bien une raison pour laquelle ils font ça, c'est parce qu'ils ont décidé qu'ils allaient le faire. Donc les raisons internes motivent, et à chaque fois que vous allez donner des motivations externes, vous allez démotiver. J'ai un ami donc moi, j'ai fait un doctorat en biologie moléculaire au départ, et j'ai un ami qui a fait des post-docs, il a travaillé dans la recherche, et il a été embauché comme commercial parce qu'il en avait marre d'être à la paillasse. Donc vous savez que souvent les commerciaux, on a un fixe, on a des primes, et lui il a 5 000 euros de fixe, il a 300 euros de prime. Ça ne fait pas beaucoup de primes. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il ne court pas après la prime. À la rigueur, s'il n'a pas, ça ne change rien pour lui. Donc son comportement va changer. Il ne va pas faire des trucs complètement idiots pour obtenir la prime. Avec, par exemple, ça c'est ce qu'on m'a raconté, c'était, je crois, c'est Pfizer. Certains commerciaux chez Pfizer, on leur donne des objectifs qui sont inatteignables. Alors qu'est-ce qu'ils font pour pouvoir atteindre les objectifs au moins un mois sur 2? Ils vont ralentir les commandes de fin de mois. Si on est en janvier, ils vont les mettre sur début février, ils vont les accélérer pour fin février, puis ils vont ralentir mars, et comme ça ils vont avoir un chiffre d'affaires qui fait ça pour pouvoir toucher une prime un mois sur 2. Et ça énerve beaucoup les clients, parce que des fois on ne veut pas les servir, des fois on leur met la pression, donc ça n'a aucun sens si on veut jouer sur le relationnel client. Alors, motiver ses employés ou motiver n'importe qui, de préférence, on aime bien que la motivation soit sur du long terme, et vous allez voir comment une expérience faite chez les enfants de 6 à 9 ans peut donner un éclairage intéressant. On est dans une salle où on va faire des tests. On a un robot qui est très attractif. Alors, ce n'est pas ces jouets-là en particulier, mais c'est juste que j'ai voulu illustrer. Vous avez un robot très attractif avec lequel les enfants ont plutôt envie de jouer et des petits jouets sans trop d'importance. Et on va faire 2 groupes d'enfants. À un groupe d'enfants, on va leur dire « si tu touches le robot, on te massacre ». Et les gamins, ils ont une trouille. Personne n'y touche. Ils sont comme ça. Ils ont tellement peur de cet expérimentateur qu'ils ne connaissent pas que même quand ils sortent de la pièce, ils ont peur qu'il rentre au hasard, ils ne veulent pas y toucher. Deuxième groupe d'enfants, on leur explique que ça serait mieux de ne pas jouer avec le robot, qu'on ne peut pas leur interdire. Donc alors ça dépend des expériences, on va avoir quelque chose qui est assez, disons, flou et où ils comprennent que finalement ils peuvent jouer quand même. Et ce qui va se passer, c'est que dans le groupe 1, aucun enfant ne joue avec le robot. Et dans le deuxième groupe, il y a quand même un enfant sur 3 qui va jouer avec le robot qu'on leur a recommandé de ne pas utiliser. Ça, c'est la première phase d'expérience. Et puis, il y a 6 semaines qui passent. Les enfants ont complètement oublié cette expérience-là. Et on va organiser une nouvelle expérience qui est, soi-disant, de faire des puzzles pour les enfants. Et dans la salle d'attente, avant de faire des puzzles, on va les mettre en présence des mêmes jouets. Donc, ce n'est pas les mêmes expérimentateurs, ce n'est pas le même cadre. La seule chose en commun, c'est les jouets. Et on va les observer, puisqu'ils n'ont plus aucune contrainte, ils font ce qu'ils veulent. On va observer, en fonction des groupes 1 ou 2, ce que font les enfants avec ces jouets. Dans le groupe 1, celui à qui on avait formellement interdit de jouer avec le robot, ils vont être 77% à jouer avec le robot qui avait été interdit la première fois. Dans le groupe 2, à qui on avait proposé de ne pas jouer avec le robot et à qui on avait dit qu'on ne pouvait pas les empêcher et que c'était libre de faire ce qu'ils veulent, mais qu'on ne préférait pas, on a 33% des enfants qui jouent avec le robot, c'est-à-dire à peu près le même pourcentage qu'à la première expérience. Donc dans le premier cas, ceux à qui on avait interdit, ils vont justement être plutôt motivés à jouer avec le robot, et les autres, pourquoi est-ce qu'ils ne jouent pas? Les 70% qui n'avaient pas joué la première fois, parce qu'en fait, ils avaient décidé d'eux-mêmes de ne pas jouer avec le robot à la première session. Et donc, ils maintiennent leur décision. C'est eux qui l'avaient décidé ainsi. Donc, ils ont sûrement leur propre raison, chacun la sienne, qui fait qu'ils ne jouent pas avec ce robot. Donc ça, c'était 6 semaines plus tard. Et donc, vous imaginez bien que sur le management, c'est un petit peu le même principe. Vous avez un manager. Quand le manager n'est pas là, les souris dansent. Et si on veut avoir des comportements dans l'entreprise qui correspondent à ce qu'on veut, sur le long terme, on a plutôt intérêt à avoir la deuxième version, c'est-à-dire des gens qui d'eux-mêmes veulent continuer à garder le même comportement. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginons que vous ayez une équipe de 10 commerciaux, vous avez envie de changer les méthodes de vente. Si vous les imposez à tout le monde, dès que vous avez le dos tourné, ils vont refaire le truc à l'ancienne. Ou si vous n'êtes pas capable de le contrôler, on va le faire à l'ancienne. Donc, il faut donner la possibilité aux gens
de dire ok, non, mais moi je veux pas. Donc on les incite à le faire, on dit je peux pas vous obliger, mais ça serait mieux. Et alors là où c'est difficile, c'est quand j'ai les 30% de commerciaux qui refusent d'utiliser la nouvelle méthode. Parce que si jamais finalement je tape du poing sur la table et je dis ben, vous le ferez quand même, les 70% qui avaient accepté d'eux-mêmes vont dire mais en fait on n'avait pas le choix. Et du coup, cette liberté n'existe pas de facto. Donc il faut accepter que dans la durée, pendant un certain temps, certains ne suivent pas ce qu'on veut faire. À ce moment-là, on mettra une autre couche en rajoutant des parce que. Et de dire, voilà, les 30% qui n'ont pas testé la nouvelle méthode, regardez vos résultats, regardez les nouveaux résultats. Vous voyez bien que ça marche mieux. Et vous voyez, ce n'est pas si difficile. Donc on va ensuite réussir à en ramener sur les 30% qui restent, peut-être encore sur les 15%, il y aura peut-être 80% qui finalement vont se décider d'eux-mêmes à venir. Parce que là encore, on ne va pas les obliger. Donc après, il y aura résolu le problème de celui qui veut absolument rien de rien de rien. Bon, après, ça, c'est une autre histoire. Donc il faut accepter certains refus sans rentrer. Donc ce n'est pas forcément évident en termes de management. Alors, il y a plein d'autres techniques sur ce genre de choses-là. Je vais en citer quelques-unes. Donc l'effet de gel, ça a été testé sur des investisseurs. Donc on a 2 groupes d'investisseurs qui ont les mêmes compétences. On leur donne un dossier. Il faut investir 10 millions d'euros et tel qu'il est présenté, ça vaut la peine. Donc le premier groupe, on dit j'investis 10 millions d'euros. Le deuxième groupe, on ne lui demande rien. On laisse passer artificiellement du temps. On dit voilà, la situation dans les 3-4 années qui ont suivi est celle-ci. Ça s'est très mal passé. Et maintenant, si on veut que l'entreprise survive, il faut rallonger de 5 millions d'euros. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que nous, fonds d'investissement, on remet 5 millions d'euros à la poche ou pas? Et là, on va poser la question aux 2 groupes. C'est-à-dire le premier, on lui fait le correctif. Et le deuxième groupe qui n'avait pas participé au premier test, on va lui donner toutes les informations. Celles du départ, on va dire ce que les autres ont décidé et on leur demande qu'est-ce qu'on fait. Majoritairement, le groupe qui vient de découvrir toutes les informations à l'instant va dire on ne met pas les 5 millions d'euros, on a perdu 10 millions, mais au moins on n'a perdu que 10 millions. Et le groupe qui a décidé d'investir 10 millions au départ et à qui maintenant demande ce qu'on fait, dit on rallonge, on remet 5 millions. C'est un phénomène qu'on appelle la persévération de la décision, qui a comme principe, quand on a déjà pris une décision dans le passé, de coller à cette première décision, pas parce qu'on adhère à l'idée, mais adhérer comme du scotch, c'est-à-dire qu'on ne réfléchit plus, on fait juste ce qu'on a déjà fait avant. Alors attention, ce n'est pas blanc ou noir, c'est des histoires de pourcentage. Toujours sur la motivation et la satisfaction, c'est le sentiment de contrôle qu'on a sur l'environnement. Donc là, vous avez un feu qui marche, un feu rouge qui est assez efficace, qui indique pendant combien de temps il va rester rouge. Et on a un décompte et on sait que dans 20 secondes, ça va passer au vert. Donc on n'est pas à trépigner et à faire comme à Marseille, j'y habitais 25 ans, où finalement on considère les feux rouges comme optionnels, comme des indicateurs de circulation. Puis on regarde à gauche, à droite, tiens, est-ce qu'il y a personne? Bon, je passe quand même parce que je ne sais pas combien de temps ça va durer. Si vous prenez le même mais que vous mettez le compteur sur le vert, alors là c'est une catastrophe. Parce que les gens voient que bientôt ça va passer au rouge, ils accélèrent comme des fous furieux. Donc ça dépend comment on prend les choses. Alors, parfois, c'est la façon de raconter les choses qui va modifier la perception de la valeur ou la motivation. En France, on a toute une législation sur les rejets polluants en rivière. Il y a des bouquins entiers et les entreprises vont essayer de discrètement jeter ce qui ne les arrange pas. On va avoir des inspecteurs qui vont faire des prélèvements, il va y avoir des contre-expertises, c'est très compliqué. En Angleterre, il semble que le problème est résolu d'une façon assez simple avec une phrase. Dans le texte de loi, il n'y a qu'une ligne. Il est indiqué que le point de captation d'eau dans une rivière doit être juste en aval du point de rejet. Après, vous rejetez tout ce que vous voulez, du cyanure, du plomb, mais vous allez le récupérer derrière. Et en fait, il n'y a aucune entreprise qui va avoir de l'eau dégueulasse. Tout le monde va avoir de l'eau propre. Donc, pour le contrôle, c'est facile. Il n'y a pas de prélèvement à faire. On regarde où est le tuyau d'entrée, où est le tuyau de sortie. Alors, on est en Turquie, début 20e. On a Atatürk, qui est la tête de l'État turc, qui est donc un des premiers États laïcs, qui veut, dans un pays musulman, supprimer le port du voile. Donc, il aurait pu l'interdire. On a vu ce que ça a donné quand Sarkozy a interdit le port du voile. Il y avait presque personne de voilé dans la rue, dans la semaine. D'un coup, on a eu tout le monde voilé quasiment. Bon, j'exagère à peine. Donc, plutôt que d'obliger les gens à ne pas se voiler, il a voté une loi qui rendait le port du voile obligatoire pour les prostituées. En 2 jours, plus personne portait le voile. Alors, cette façon de présenter les choses modifie la perception de la valeur et modifie aussi le comportement. Par exemple, si j'ai des étudiants en fonction de que je veux avancer ou pas avancer, je dis qui n'a pas compris ou qui a compris. Alors, dans quel cas j'utilise qui n'a pas compris?
Si je veux avancer et aller plus loin dans le cours, ou si je veux m'arrêter et réexpliquer. Si je veux continuer. Parce qu'en fait, on sait que peu importe la question, personne ne lèvera la main. Donc si je dis qui n'a pas compris, personne ne lève la main, c'est-à-dire que tout le monde a compris, je peux continuer. Si j'ai envie d'insister parce que je pense qu'il y a un interdit, qui a compris, personne ne lève la main de toute façon, même ceux qui ont compris, et à ce moment-là, on peut leur expliquer. Là encore, sur la façon de raconter les choses, on est dans la rue, un SDF dit « je suis aveugle ». Et un psychologue passe et dit « tiens, moi je pourrais très bien, assez facilement, améliorer le nombre de pièces que les gens vont mettre dans sa coupe ». Et le panneau va devenir la chose suivante, il va juste rajouter au crayon quelque chose, c'est le printemps et je suis aveugle. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va recevoir beaucoup plus d'argent comme ça, parce que du coup, on va se dire, on a un comparatif, on se dit, moi, je vois le printemps, lui, il ne le voit pas, et je suis malheureux pour lui. Alors que dans le cas précédent, c'est juste factuel, donc il n'y a pas d'émotion là-dedans. Alors, peut-être que certains ont des filles, ados, non? Pour ceux qui ont des filles, peut-être qu'elle veut vous escroquer d'un pull à 60 €, mais elle va peut-être le faire intelligemment pour que vous en rendiez pas compte. Donc, imaginons que vous avez les parents à peu près, allez, on va dire 60% de chances d'accepter d'acheter un pull à 60 €. Or, on veut faire augmenter le pourcentage d'acceptation. Que va faire votre fille? Elle va inventer une veste en fourrure à 250 €. Elle n'existe pas dans le magasin. Elle va venir voir son père et dire « Papa, j'ai fait une veste à 250 €, c'est une tuerie, je la veux absolument. » Et évidemment, elle sait d'avance qu'il refusera un truc à 250 €. Donc elle va insister sur cette veste qui n'existe pas à 250 €. Le père va refuser. Et puis elle va dire, ok, c'est bon, c'est vrai, c'est quand même cher et tout. Mais est-ce que je peux au moins avoir, à ce moment-là, le pull à 60 € dans la même boutique? Et là, vous venez d'économiser 190 € là. Et donc le père va craquer, va dire, ok, pour ça, bon, 60 € ça va. Et là, on va, dans certains cas, doubler le pourcentage d'acceptation, ce qu'on appelle la concession réciproque. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des choses qui se font en négociation. Chose importante, c'est que alors là je me mets du côté de l'adolescence, pour que ça fonctionne, il faut que la demande se fasse dans la même interaction. C'est-à-dire que si je dis, ok, la veste en fourrure à 250 €, je laisse tomber, elle va faire un tour pour, je sais pas, elle va regarder un truc à la télé, elle revient et dit, ah au fait, il y a un pull à 60 €, ça marche plus. Il faut que ça se fasse exactement dans la même conversation sans interruption. C'est au moment où je dis, ok, je veux bien ne pas avoir le truc à 250 €, mais au moins le pull. Alors après, on a l'écriture aussi qui va avoir beaucoup d'influence. Donc si vous avez envie d'embaucher quelqu'un qui s'intéresse à l'écologie, écrire un élément va faire qu'on va y croire. Il y a d'ailleurs une petite expérience qui a été faite, c'est de demander, de montrer une espèce de barre en fer et de demander aux gens, à votre avis, quelle est la longueur de cette barre en fer. Certains vont écrire le résultat sur un papier, certains vont juste le penser, et certains vont l'écrire sur une ardoise où ils vont effacer. Ce qui veut dire que si je l'efface juste derrière, sans le montrer, c'est comme si je le pensais, c'est pareil. Et on va regarder ceux qui vont mentir. Donc on devrait avoir le même taux de mensonge pour ceux qui pensent la longueur et ceux qui l'écrivent sur une ardoise magique, ensuite on l'efface. Et en fait, ça ne se passe pas comme ça, on est en intermédiaire. C'est-à-dire que ceux qui l'ont écrit, même s'il n'y a aucune possibilité de vérifier derrière, vont moins mentir que ceux qui le pensent seulement. On peut donc, comme l'écriture un peu magique, et on va finir par croire ce qu'on écrit, on peut très bien, dans une embauche, ou la présélection, ou dans une embauche, faire une dissertation à quelqu'un, où on choisira le sujet de la dissertation en fonction de ce qu'on va obtenir des gens. Voilà, par exemple, expliquer pourquoi il est important de s'occuper d'écologie et de faire en sorte de dépenser le moins d'énergie possible. La personne, on lui laisse une demi-heure, ça fait partie du processus de sélection, elle va faire une rédaction. Le fait de l'écrire, ça va l'amener à avoir des comportements qui vont dans ce sens-là plus tard. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du système RAW de motivation. Alors, c'est quelques rares entreprises américaines qui ont commencé à le faire, mais il y en a de plus en plus, où tout est optionnel. Le lieu de travail est optionnel, les façons de fonctionner sont optionnelles, les collègues sont optionnels. Le truc, c'est qu'il faut qu'il y ait le résultat. Et la productivité va augmenter de 20%. Alors, je l'illustre par une chose. Souvent, je demande à mes étudiants qui ont fait des stages, est-ce que dans les entreprises dans lesquelles vous travaillez, vous avez participé à des réunions? Alors évidemment, tout le monde a participé à des réunions. Et je leur dis, est-ce que parfois vous avez senti que vous n'avez rien à faire dans cette réunion? Alors ça, évidemment, c'est la grande majorité qui dit au moins sur une réunion. Et je leur ai demandé, mais est-ce que dans ces réunions dans lesquelles vous pensez que vous êtes là pour rien, est-ce que ça vous arrive de penser que les salariés qui sont là à plein de temps et qui viennent dans la réunion sont là aussi pour rien et perdent leur temps? Ils me disent oui.
très majoritairement, ils se demandent pourquoi tout le monde est là. Donc dans un système raw, tout est optionnel, c'est-à-dire que si quelqu'un, un manager, organise une réunion et que ça avance pas, il se passe rien, les gens ont le droit de se lever, de partir. Ils partent, ça sert à rien. Et donc au bout d'un moment, il faut que le manager qui organise une réunion vende sa réunion, que ça serve à quelque chose. Donc c'est une espèce de système autorégulé où chacun va être le plus efficace possible, ne pas perdre de temps. Donc on n'est pas là pour faire des heures, on est là pour avoir un résultat qui fonctionne. Ce qui, je pense, est un peu l'objectif quand on est chef d'entreprise. Alors, je ne sais pas combien de temps je parle, là. Je suis à combien? Je suis peut-être un peu dépassé, non? Donc, comme je vais m'arrêter bientôt, juste que je vois... Bon, ben, je m'arrêtais là, alors. Donc, juste... Ah, si, je vais faire un truc rigolo, c'est la technique du toucher, quand même, parce que c'est assez invraisemblable. La technique du toucher, c'est quoi? C'est quand vous êtes en interaction directe avec quelqu'un, c'est ce que j'ai un contact physique sur l'avant-bras ou sur l'épaule. Alors, il y a tout un tas de tests qui ont été faits. J'en montre un. C'est auriez-vous une pièce ou deux pour me dépanner? Soit je touche l'avant-bras, soit je ne le touche pas. On va voir quasiment 2 fois plus de gens qui donnent. Alors, il y a tout un tas d'expériences qui ont été faites comme ça. Et le toucher, c'est un amplificateur pour d'autres techniques. Donc, ça ne marche pas tout seul, mais utiliser et combiner d'autres techniques, ça va amplifier le résultat positif. Alors, tout ça, il n'y a absolument rien de magique dans toutes ces techniques-là. Et on ne peut pas décider à l'avance de ce qui va marcher ou pas. Dans un contexte de dire je cherche quelqu'un de sympa dans tel service, ça va marcher sur un secteur d'activité sur une région donnée. On change de région, de secteur d'activité, ça ne fonctionne plus. Donc en fait, on doit expérimenter. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de choses, on expérimente, on voit si ça marche ou pas, on fait des correctifs, et à un moment donné, on va trouver la mixture qui fonctionne. Donc moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est surtout ce qui est la mise en pratique concrète de comment on fait pour mettre en place des choses assez simples dans l'entreprise, pour faire en sorte de motiver les gens autrement que par la carotte et le bâton, tel que ça a été fait peut-être à l'époque préhistorique. Je vous remercie pour votre attention, s'il y a des questions, et après vous pourrez venir me voir après les conférences.